voudrais remercier le Festival de l'Histoire de l'Art de m'avoir invité et vous remercier d'être là. Peut-être que comme moi, vous n'êtes pas très réveillé. En tout cas, moi, je ne le suis pas énormément. Donc, je suis désolé, je vais lire un peu mon texte. Ça me permettra de me raccrocher à quelque chose et d'être à peu près sûr de dire ce que j'avais envie de dire, vous dire ce matin. Alors, le thème du festival cette année, c'est le peuple. Donc c'est une question très large et j'ai essayé de l'adapter à la photographie. Moi, je suis spécialiste de la photographie du 19e et petit à petit, je glisse vers le 20e. J'essaye de comprendre comment on a compris la photographie du 19e au 20e siècle et comment ça a conditionné aussi la manière dont on a regardé la photographie ancienne et précisément dans l'entre-deux-guerres. En plus, il pleut, il fait froid. Enfin, voilà. Essayons de nous réchauffer. Donc, photographie, art populiste, c'est donc bien une question, parce que la question qu'on pourrait poser en introduction de cette conférence, c'est une question bien trop large, évidemment, pourrait être celle-là. Par où passe l'idée de peuple en photographie, C'est-à-dire ce qui reviendrait finalement à poser une question lancinante dans l'histoire de la photographie, c'est-à-dire la question de ce qu'on pourrait appeler l'identité culturelle de la photographie, de cette pratique. À quelle catégorie sociale la photographie, comme pratique, est-elle associée ? Si vous voyez les débats sur le selfie encore aujourd'hui, vous pouvez voir la résonance de cette question d'identité culturelle, c'est-à-dire qui a droit et qui peut faire des photographies et qui doit faire des photographies. Question qui revient incessamment, et encore aujourd'hui, dans l'histoire de la réception de la photographie, mais qui finalement reste assez peu posée dans l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire on a assez peu écrit sur cette question dans la réception. Alors la photographie, je vais commencer tout de suite, introduit une rupture dans les modes de production des images à partir de 1839, qui est la date officielle de l'annonce. La mécanique et l'optique appliquées à la production de l'image disqualifie d'emblée la main en ce qui concerne l'exactitude de la figuration des modèles reproduits, que ce modèle soit un visage, une architecture ou un paysage, et en ce qui concerne la qualité et le nombre des détails reproduits. Ce que l'on éprouve ici en 1839 pour la première fois, c'est la puissance de ce qu'on appelle depuis l'enregistrement. En termes de qualité et de quantité, rien ne surpasse la photographie pour reproduire la vue projetée dans une chambre obscure. Quant à l'art, la technique photographique a le mérite de poser la question de son objet et de sa place dans la reproduction, si ce n'est dans la production des vues de la nature. Interprétation, choix, composition, recomposition, mémoire, invention, tous ces termes semblent, au XIXe siècle, totalement étrangers à ce que serait capable de produire une image photographique et, a fortiori, l'opérateur qui produit cette image. Donc ici, vous avez une gravure fantaisiste, puisqu'on n'a pas pris de photographie de l'annonce officielle de l'invention de la photographie, qui recompose cette séance du 19 août 1839 à l'Académie des sciences, et qui sera publié plus tard en 69 dans un ouvrage de Louis Figuier. Alors pourtant, la photographie et les images qu'elle peut produire, l'étonnement, voire la stupéfaction au XIXe siècle, face à sa puissance mécanique et optique, ont la capacité de faire planer un doute sur le but et les moyens de l'art, et notamment face au public, ce public qui, comme un peuple, notion liées l'une à l'autre, public qui, par ses enthousiasmes, ses fureurs, ses moqueries, fait et défait les notoriétés, notamment au Salon des Beaux-Arts. Alors ça, ce sont deux reproductions de daguerreotypes très primitifs. Alors le daguerreotype, je vais vite, mais j'espère que vous avez tous à peu près ce que c'est. Le daguerreotype est la première technique accessible au public, la première technique photographique accessible au public. Ça s'est produit sur une plaque de métal argenté. Donc c'est une plaque de petite taille généralement. La plaque est argentée
Elle miroite comme un miroir. Et elle est rendue photosensible et placée au fond d'une chambre obscure. Elle enregistre le point de vue de cette chambre obscure. Donc au départ, la photographie n'est pas reproductible. Pour la génération des gens que je vois en face de moi, généralement, vous savez ce qu'est un négatif, ce qui n'est plus tellement le cas pour les étudiants aujourd'hui. Mais un négatif, ça permet de reproduire une image à partir d'un master, si vous voulez, d'une image négative, et à partir de ce négatif, on tirerait des positifs. Mais dans un premier temps, immédiatement en 1839, la première technique photographique, c'est un daguerréotype, c'est un peu, si vous voulez, comme un polaroïde. Il n'a pas de négatif, c'est une image directement positive. Alors, elle a une caractéristique essentielle, c'est qu'elle est extrêmement détaillée. Il y a énormément de détails sur cette image. Alors là, on ne s'en rend pas forcément compte sur une projection comme celle-ci, mais effectivement, c'est ce qui saisit et ce qui abasourdit absolument tous les premiers observateurs, c'est que le daguerréotype, la photographie, ne fait pas de choix dans la nature. Elle reproduit tout. Elle ne fait pas de distinction entre ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est bien, ce qui est mal. La photographie n'est pas un instrument moral. Elle reproduit tout ce qu'on lui met sous le nez. Donc, ce qui est la différence fondamentale avec un artiste, et qui va pas forcément, il va faire des choix dans la nature. Alors, j'en reviens à ce public qui fait et défait les notoriétés au Salon des Beaux-Arts. Donc, c'est sur ce mode que la photographie va s'inviter presque, je dirais, naturellement dans l'exercice de la critique d'art au XIXe siècle, c'est-à-dire comme un point de comparaison, certains diront même un instrument de mesure, pour évaluer la quantité d'art dans une œuvre d'art. La première théorisation de la photographie se fera ainsi comme par défaut, par l'intermédiaire des critiques d'art qui, chaque année ou tous les 2 ans, suivant les éditions, évaluent le Salon des Beaux-Arts. Alors même que l'intégralité de ces critiques est hostile à l'idée d'assimiler la photographie à un art, et la question d'ailleurs ne se pose même pas, la photographie est une mécanique, elle n'a rien à voir avec l'art. C'est bien à partir du moment où la photographie affirmera sa présence dans l'espace public, c'est-à-dire à partir du début des années 1840, à partir du moment où les portraits au daguerréotype commencent à être techniquement réalisables et où ils commencent à apparaître dans les vitrines des opticiens, des libraires, mais aussi chez les particuliers, que la photographie s'impose comme une référence, un standard, une référence commune, à partir duquel la peinture notamment, pour le meilleur et pour le pire, sera évaluée. Et le philosophe Walter Benjamin note dans ses notes de travail pour le livre des passages, Paris au XIXe siècle, au tournant des années 30, écrit précisément « Selon toute apparence, le symptôme d'un bouleversement profond, la peinture doit accepter d'être jugée à l'aune de la photographie. » Alors c'est donc en regard. Alors là ici vous avez un daguerréotype photographiant un photographe portraitiste en train de réaliser un portrait photographique au daguerréotype. Ça date de 1843. Avant le début des années 40, la technique est trop lente et on ne peut pas faire les portraits photographiques. Les gens sont obligés de poser 6 minutes, 10 minutes en plein soleil. C'est une espèce de torture. Donc au fur et à mesure, la technique s'améliore et les temps de pause se raccourcissent et donc on peut commencer à produire des portraits. Là, je vous mets 2-3 portraits que j'ai trouvés. Vous pouvez les trouver facilement sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale qui reproduit l'intégralité des daguerréotypes conservés à l'ABN. Et donc, je vous ai choisi intentionnellement des daguerréotypes, ce qu'on appelle anonymes, c'est-à-dire qu'on ne connaît ni la personne qui est reproduite sur la photographie, ni le photographe. Et on va expliquer un peu pourquoi. De Maréchal Ferrand, des ecclésiastiques. Alors, les portraits de groupe posaient toujours un problème parce que le daguerréotype étant non reproductible, on ne sait jamais qui va repartir avec la photographie. Si vous faites un Polaroid de groupe, la question se pose de savoir qui va garder le Polaroid. Alors, il faut en faire plusieurs, ça coûte très cher, etc. Cet homme et sa fille. Alors ça, c'est tous des daguerréotypes des années avant 1855. Alors,
C'est donc en regardant la peinture que la critique écrira d'abord sur la photographie. Et c'est un peu ce paradoxe, c'est ce phénomène qui s'accroît pendant toutes les années 1840 et qui vise tout art qui semble donner les signes d'une reconnaissance de l'enregistrement sans choix comme modèle de création. Et cette critique ne sera jamais aussi véhémente qu'à partir du moment où le mouvement du réalisme en peinture entrera véritablement en scène, c'est-à-dire au Salon 1850-51. Alors, cette introduction du réalisme par Courbet à la manière d'un boulet de canon, pour reprendre l'expression du critique sabatier Unger à l'orée des années 1850, pose de multiples problèmes et a donné naissance à une multitude d'analyses, et en premier lieu à de multiples articles de presse, de critiques d'art de l'époque, qui tentent de comprendre la nouveauté ou le scandale de ce que propose alors le peintre d'Ornans. L'historien d'art Timothy G. Clark a fait l'analyse de ces critiques, le substrat sur lequel il a composé son ouvrage de 1973, qui a été traduit en français sous le titre « Une image du peuple », et dans lequel l'historien d'art révèle toute la complexité de cette image du peuple dans ce qu'on appelle communément les toiles de la percée, c'est-à-dire les toiles monumentales que sont l'après-dîner à Ornans, qui sera présenté au Salon de 49, les casseurs de pierre, les paysans de Flagey et évidemment l'enterrement à Ornans, tous les trois présentés au Salon de 1850-51. Comme le note Sabatier Unger, supporter de Courbet dans cette nouvelle bataille du réalisme, dans sa critique du Salon, je cite « Monsieur Courbet n'est pas seulement un peintre de talent, il est encore l'expression franche et nette d'un ordre d'idées qui n'avait pas été exprimé et devait l'être. Le peuple entré en politique veut aussi entrer dans l'art. » Fin de citation. Il faudrait détailler encore cette notion du peuple comme sujet, très complexe, et ici mobilisé par la critique de l'époque, ce que fit précisément Clark dans son ouvrage. Ce peuple, introuvable pour certains, mythique pour d'autres, est une entité qui émerge effectivement au milieu de ce siècle de révolution, en peinture, comme en littérature et en politique évidemment. Et il est intéressant de lire les commentaires des toiles de la percée pour tenter de comprendre ce que l'élite comprend justement de cette représentation de ces sauvages de l'intérieur, pourrait-on dire, que représente l'entité peuple. Concernant la représentation notamment des types, puisque, au-delà du sujet précisément, c'est ce que retient essentiellement la critique de l'époque, et notamment dans la frise de la partie droite, c'est-à-dire cette procession, toute la partie droite de la peinture, dont la construction rappelle une sorte de galerie de portraits, juxtaposés les uns aux autres, sans véritable composition, c'est ce qu'on reproche majoritairement à Courbet. Et tous les critiques ici accusent le peintre de, je cite, « prendre le parti du laid », de rechercher l'ignoble. Ils évoquent la laideur, la vulgarité des types, les figures triviales, le bizarre, le grotesque de la situation, qui donnent à hésiter entre le rire et les pleurs. Ce que voit la critique à travers la peinture de Courbet, ce sont les personnes elles-mêmes. Il regarde ces types, comme on dit à l'époque, comme autant de, je cite, « figures plaquées sur la toile », pour citer Théophile Gautier. Dupaïs s'en plaint dans le magazine L'Illustration, il écrit « La laideur et la trivialité, mais cela déborde de toutes parts. C'est le fond de notre vie commune. C'est déjà bien assez de la voir dans la rue sans la retrouver dans un musée. » Et Louis Auneau, dans la Chronique de Paris, écrit « Oh les laides gens ! Et quel peuple ! Et quand on est fait comme cela, que l'on devrait au moins avoir le droit de ne pas se faire peindre. » Et pour Champfleury, supporter aussi d'une certaine manière de Courbet, cette laideur a quelque chose de spécifique. C'est la laideur de la province qu'il importe de distinguer de la laideur de Paris. Alors Louis de Geffroy, dans la Revue des Deux Mondes, écrit « Monsieur Courbet s'est dit, à quoi bon se fatiguer à rechercher des types de beauté qui ne sont que des accidents dans la nature et à les reproduire suivant un arrangement qui ne se retrouve pas dans l'habitude de la vie. L'art étant fait pour tout le monde, doit représenter ce que tout le monde voit. La seule qualité à lui demander, c'est une parfaite exactitude. » Évidemment, c'est ironique. Ce qui m'intéresse ici, au-delà du caractère anecdotique de ces réactions,
non pas pour mettre en lumière une quelconque influence de la photographie sur Courbet. On pense généralement que les historiens de la photographie voient de la photographie partout. Alors ça dit, c'est vrai, hein, ils en voient partout, mais je pense qu'il y en a un peu partout quand même. Mais enfin, afin de mettre en lumière l'association qui est faite entre portrait, laideur et daguerréotype. C'est l'association précisément sous-jacente dans ce genre de phrase. Là, chez Hainaut, la seule qualité à demander à l'art, c'est une parfaite exactitude. En 1850, qui dit exactitude dit photographie. Le terme exactitude a été préempté, si vous voulez, par le daguerréotype dès 1839. L'exactitude s'est fait requalifier. Il y avait une exactitude en peinture qui se fait écraser totalement par la photographie à partir de 1939. Et à l'endroit de Courbet, rares sont les critiques qui se sont abstenus de faire l'association entre la laideur des types de l'enterrement ornant et le portrait photographique. Antienne de la caricature depuis 1839, moquer la portraituromanie qui s'empare de la foule n'est qu'une variante de l'incrimination du narcissisme généralisé d'une multitude qui, par le daguerréotype, accède à une représentation de soi et à laquelle elle accorde d'autant plus de valeur que cette reproduction est réputée exacte. Ici, vous avez une caricature de Daumier. Daumier s'est donné et que beaucoup d'autres ont énormément moqué et caricaturé non seulement la pratique de la photographie, mais aussi la propension des individus à aller se faire photographier. Donc ici, c'est une caricature qui s'amuse de ces dispositifs qui permettaient au modèle de rester fixe pendant la prise de vue, qui parfois durait quelques minutes. Donc il y avait des instruments de torture qui fixaient la tête, le corps, pour qu'il ne bouge pas pendant les 2-3 minutes, même si c'était très rapide quand même, pour faire une photographie, ce qui n'a rien à voir avec les fractions de seconde qu'on connaît aujourd'hui. Donc ici et ici, pour rejoindre un peu le thème de ce matin, en tout cas, cette série de croquis parisiens, pose de l'homme de la nature en haut et pose de l'homme civilisé en bas, vers 1850. Cette mise à disposition de la photographie pour le public, sans aucune distinction d'origine, de classe ou de fortune, si ce n'est la nécessité de payer le photographe. Pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier parisien, au milieu des années 1840, gagne 3 francs par jour. Et à partir de 1846-47, un daguerréotype peut coûter 1,50 franc. Donc c'est relativement disponible. La question est de savoir qui va avoir qui va sentir la légitimité d'aller chez le photographe pour se faire son propre portrait. Donc cette économie déstabilise une économie du portrait qui occupe déjà bon nombre de peintres à Paris à ce moment-là. Pour la critique, le réalisme de Courbet, en focalisant son attention sur le peuple, s'abaisse au niveau du portrait daguerréen, dont la clientèle s'autorise toutes les prétentions populaires. Laissons le dernier mot à Auguste Desplaces dans l'Union, je cite, « La prétention parfaitement réalisée de l'ouvrage, il parle de l'enterrement ornant, c'est de reproduire, comme au moyen d'un daguerréotype colorié, les types de toute l'assistance dans leur vulgarité la plus littérale. Imaginez-vous la copie la plus scrupuleuse et la plus impitoyable de toutes les trivialités de figures, d'attitudes, de costumes, de physionomie qu'on puisse glaner à chaque pas dans la vie privée et particulièrement en province. Ce n'est pas la restauration du laid, c'est la poursuite et la recherche de l'ignoble. » Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet précis de cette réception, je vous renvoie à mon livre « L'image sans qualité », publié en 2006. J'ai d'autant moins de scrupules de le faire qu'il est épuisé, donc voilà, je ne toucherai à rien. Vous le trouverez peut-être en bibliothèque, mais je voudrais rapidement tirer quelques conclusions de cette séquence et avancer un petit peu. En premier lieu, c'est cette idée que la photographie est dénoncée et définie par défaut à partir de ce que propose l'art contemporain de l'époque. Alors jusqu'au milieu des années 1850, la photographie n'est que très peu commentée directement. En l'absence d'institutions, de lieux dédiés ou d'espaces critiques signifiants, la pratique de la photographie n'est médiatisée mais publiquement par aucune voix officielle. La première institution qui va se fonder, véritablement, c'est en 1855, c'est la Société française de photographie, qui est toujours vivante aujourd'hui. La photographie est une entité donc, qui s'impose naturellement, ou plutôt sauvagement, sur un tissu social et économique propre à la transition entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, c'est-à-dire complexe
extrêmement mouvante, mais surtout favorable aux forces qui vont faire passer la France d'un pays essentiellement agricole et fort peu industrialisé à une puissance capable de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Quand je vois le développement de la trottinette en ce moment, je pense qu'il y a des articles dans les années 40 qui se plaignent du fait que la photographie arrive dans tous les espaces publics. Il y a une sorte de dissémination totalement sauvage de la photographie. Et on se plaint, il y a des articles qui se plaignent que les ouvriers regardent trop les images photographiques dans les vitrines et ils comptent les nombres de minutes que les ouvriers passent devant les images. Donc c'est en multipliant ce nombre de minutes par jour par le nombre de jours dans l'année, on obtient, c'est comme ça qu'on conduit un pays à la ruine. Donc il y a vraiment l'idée que c'est une dissémination totalement sauvage. Alors c'est ainsi que pendant de nombreuses années, la photographie n'est rendue visible que par l'activité finalement d'un petit commerce de portraits qui prospère sur l'émergence d'une bourgeoisie urbaine à la recherche de ses codes de représentation et de sa demande de représentativité. L'essentiel de la production de daguerréotypes qui va s'étaler depuis le début des années 40 jusqu'au milieu des années 50 est un ensemble essentiellement marqué par la multitude, par l'idée de la masse et par l'anonymat. Non seulement en ce qui concerne ceux qui sont représentés sur les images, que en ce qui concerne ceux qui produisent les images. Nulle part, avant le milieu des années 1850, ne se détache véritablement le nom d'un photographe en particulier ou d'une personnalité remarquable étant photographiée. Travaillant souvent seul, parfois avec un ou deux assistants, le photographe commercial d'avant le Second Empire est essentiellement ce qu'on appelle un artisan, dont on retient rarement le nom et qui s'adresse à l'aide de montres et de publicités à une clientèle d'aspirants bourgeois urbains à l'échelle d'un quartier, d'un arrondissement, au plus d'une ville. Donc là, vous voyez deux gravures qui illustrent un texte de Paul de Kock, un épisode sur la photographie dans un ouvrage qui s'appelle La Grande Ville de 1844. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut son portrait au daguerréotype et cette jeune fille ne comprend pas qu'elle ne doit pas bouger pendant la pose. Donc, et d'une part, elle passe pour une crétine. Donc elle est absolument... Le photographe lui dit, comme vous voyez à gauche, surtout ne bougez pas. Et à chaque fois, elle essaye plusieurs sourires pendant la prise de vue, ce qui fait en sorte que l'image, au final, est toujours floue. Et à droite, donc c'est l'image de fin de cette histoire, et vous voyez ce qu'on appelle les montres, c'est-à-dire ces cadres qui sont mis au pied des immeubles dans lesquels se trouvent les photographes. Les photographes sont généralement sur les toits. Il y a des grandes verrières, souvent bleues, en tout cas dans les années 40, parce que le daguerréotype est très sensible à la lumière bleue. Donc les photographes ne sont pas directement visibles depuis la rue, donc on fait des grands cadres comme ça, avec des daguerréotypes pour faire de la publicité, ce qu'on appelle des montres. Et c'est comme ça qu'on voit sur les grands boulevards beaucoup de photographies. Alors, au mieux boutiquier, au pire charlatan, le photographe artisan est le détenteur d'un savoir-faire singulier, acquis sur le tas et parfois sur le tard, et il cumule souvent plusieurs professions. On pourrait citer Adolphe Legros, ce photographe daguerréotypiste au Palais Royal, qui exécuta en 1952 ce daguerréotype de Gérard de Nerval, qui a été réalisé immédiatement après la sortie de Gérard de Nerval de la clinique du docteur Blanche, alors qu'il avait subi sa première crise qu'on dirait de folie à l'époque. Et il avait été forcé de poser pour un daguerréotype. Il détestait ce daguerréotype parce que pour lui, c'était l'image même de ce qu'il ne voulait pas voir chez lui-même. Et donc Adolphe Legros, qui est resté très longtemps daguerréotypiste au Palais Royal, se présentait encore en 1849 comme photographe et magnétiseur. Il cumulait plusieurs activités. Alors le photographe est en réalité caractéristique de ce que Karl Marx, pour en revenir à la base, appelle la petite production marchande, c'est-à-dire une organisation productive où le producteur vend sa propre production et qui se maintient parallèlement à l'institutionnalisation du capitalisme, une organisation industrielle non dissoute dans le capitalisme, une sorte de résistance. Marx dit que les artisans de la petite production marchande essayent de faire tourner la roue dans le sens inverse de l'histoire, et dans laquelle le travailleur reste propriétaire des produits de son travail jusqu'à l'échange de la marchandise.
l'exercice de la photographie restera sous cette forme pendant en réalité une grande part du XIXe siècle. Et si la production de portraits s'approchera d'un stade industriel, grâce notamment à la division du travail dans les grands studios de photographie, qui vont se développer dès le milieu des années 1850, stimulés par la concurrence et occasionnant une normalisation, une standardisation et une baisse du coût de la production, l'exercice photographique proprement dit n'est jamais véritablement passé au stade de la manufacture, et encore moins la production automatisée, qui n'interviendra qu'avec le photomaton, donc beaucoup plus tard. Cette réalité a été brouillée par la mise en valeur de quelques figures, comme celle de Nadar, que vous connaissez tous, et qui a été associée sous son propre discours à la figure du photographe artiste. Mais fondamentalement, rares sont ceux qui bénéficient de cette notoriété. De fait, le photographe, en tant que producteur marchand, fait partie d'une classe moyenne de petits industriels, petits commerçants, d'artisans, dans un secteur particulièrement instable et très tôt menacé par la concurrence. Ce secteur d'activité étant pour le moins récent et immédiatement associé à la notion de progrès, étant donné la position sociale des photographes confondus dans une masse de producteurs anonymes, étant donné l'accessibilité de leurs produits et leur prétention à faire de l'art, ces produits mêmes sont-ils pour autant associés à de l'art dit populaire ? Il paraît clair que lorsque la critique d'art voit la succession des visages de province sur l'enterrement à Ornans, elle pense au peuple et à la photographie, comme le suggère par exemple, encore une fois, fortement Haussart quand il écrit dans Le National, je cite, « Que signifie cette longue file de masques burlesques et de difformités prises sur le fait ?» Alors, prise sur le fait, ça veut dire photographie. Mais photographie et peuple, ou populaire, sont-ils ici associés dans un seul et même mouvement ? En d'autres termes, la photographie est-elle ici associée à l'image du peuple, produite par le peuple, pour le peuple ? La photographie entre-t-elle d'emblée dans la catégorie des sources populaires auxquelles Courbet serait allé puiser afin de ressourcer l'art officiel, comme certains critiques l'en accusent, comme Louis de Geffroy, pour qui Courbet, je cite, « ne s'aperçoit pas qu'il ramène l'art tout simplement à son point de départ, à la grossière industrie des maîtres imagiers ». Il fait référence aux imagiers du Moyen-Âge, évidemment. Champfleury, quant à lui, le grand amateur d'images populaires, compare l'enterrement à Ornans aux images d'almanach, comme celle-ci. Vous êtes surpris comme à la vue de ces naïves images sur bois, taillées par un couteau maladroit qui se trouve en tête des assassinats imprimés par Chassaignon Rugilcoeur, c'est précisément l'Esmeralda. L'effet est le même parce que l'exécution est aussi simple. Force est de constater que ni l'histoire de l'art, T.J. Clark ne fait absolument jamais mention des citations sur la photographie dans la critique de Courbet, ni la critique d'art n'associe clairement ici la photographie à la notion de peuple ou de populaire. Et on pourrait rajouter que cette notion véritablement populaire n'existe pas à l'époque. À la photographie, pendant le XIXe siècle, il manque sans doute plusieurs composantes essentielles pour la faire basculer dans cet ensemble culturel de l'image populaire. En premier lieu, la photographie du XIXe siècle n'a pas d'histoire, au sens culturel du terme. Son invention, ses usages, son champ n'ont pas encore été analysés. L'histoire de la photographie est avant tout une histoire dite technique, qui est celle de ses améliorations, de ses progrès, de ses innovations. Sans histoire de son usage, cette pratique est également dénuée de tradition. Accueillie sur le mode de la rupture que représente sa puissance technique, elle est l'antithèse de la notion même de tradition, dont elle semble menacer les acteurs les plus essentiels dans le domaine de l'image, c'est-à-dire les graveurs. Sans histoire, sans tradition, et enfin, par cette utilité privée et particulière dans tous les sens du terme, le portrait qui lui fait intégrer l'univers des choses banales. La photographie, très tôt, devient ce qu'on appelle une chose banale, pour citer l'historien Daniel Roche. La photographie, comme objet de consommation, est exclue du domaine des biens. Elle n'a pas de valeur. Il semble ainsi que la photographie ne puisse accéder à ce caractère à la fois intime et partagé de culture commune. Ce n'est que lorsque ces images auront perdu justement de leur utilité
et qu'elles apparaîtront comme archaïques, qu'elles prendront un caractère patrimonial, c'est-à-dire bien plus tard. Cette opération, finalement, d'historicisation de la photographie interviendra à la fin du siècle, à la fin du 19e, sous l'influence de plusieurs facteurs. En premier lieu, on assiste à partir du milieu des années 1880 à la disparition des acteurs de la première génération des photographes, celle des inventeurs ou celle des pionniers. Peut-être l'une des disparitions les plus remarquables est celle d'Hippolyte Bayard, l'inventeur, le réalisateur, on pourrait dire, parce que c'est une mise en scène complète, du célèbre autoportrait en noyer de 1841. Bayard étant né en 1801, il meurt en 1887. C'est la Société française de photographie, cette collection privée, enfin cette association privée, qui récupérera l'essentiel de ses archives en l'absence de toute institution d'État destinée à sauver ces témoignages historiques et capitaux pour l'histoire de la photographie. Se développe ainsi au sein des acteurs culturels du champ de la fin du siècle, notamment au sein de la SFP, une conscience patrimoniale qui a tout le caractère de l'urgence. Il faut absolument sauver ces fragiles témoignages des premiers acteurs de l'histoire de la photographie d'une destruction certaine. Et ce d'autant plus que la fin des années 1880 marque une étape essentielle avec l'intervention de nouveaux acteurs sur le marché de la photographie, encouragés par le développement de firmes comme celle fondée aux États-Unis par un certain George Eastman, qui porte la production de supports photographiques et d'appareils photographiques à un stade, là, pour le coup, industriel, réellement industriel, et qui vont changer la donne. Apanage des connaisseurs et des artisans depuis son invention, la photographie, à partir de la commercialisation en 1888 de cet appareil qu'on appelle donc le Kodak, cet appareil qui est accessible sans connaissance particulière à tous et à toutes, puisque un des premiers segments du marché qui est visé par le Kodak, c'est en premier lieu les hommes, puis surtout les femmes et enfin les enfants. Si on veut parler de sauvage de l'intérieur, l'accessibilité de la photographie à la femme est un signe de facilité exemplaire, toujours. Alors, donc du coup, à partir du Kodak, la photographie n'est plus une activité pour spécialistes, elle est ce qu'on appelle déqualifiée, et elle projette dans l'histoire tous les opérateurs de la petite production marchande. Avec le Kodak et toutes ses déclinaisons futures, en Europe comme aux États-Unis, vous en avez tous dans la poche, ce sont vos téléphones avec des appareils photo, la pratique de la photographie n'est plus le privilège des professionnels et de quelques amateurs fortunés, détenteurs d'un savoir-faire unique et mystérieux, mais elle se trouve disséminée partout et parmi tout un tas de nouveaux opérateurs qui intègrent à partir de là la société des loisirs et qui va émerger au tournant du 19e et 20e siècle. Ce moment d'historicisation de la photographie fin de siècle eut également une autre incidence sur la relecture de l'histoire de la critique de la photographie. C'est en effet ici, alors que meurent les premiers photographes, qui apparaissent comme autant de primitifs victimes paradoxales de la modernité, et que se mettent en place les premiers éléments discursifs que permettront d'écrire l'histoire de la photographie, que l'on découvre les discours critiques contre la photographie des années 40 et 50. On redécouvre, et en particulier le célèbre texte de Charles Baudelaire, dont on n'a toujours pas parlé, mais auquel vous avez sans doute pensé, ce texte intitulé « Le public moderne et la photographie », publié par Baudelaire en 1859 dans la Revue française. Ce texte, qui était un chapitre de son salon de 1859, on le sait, s'oppose violemment à toute assimilation de la photographie à l'art et synthétise tous les griefs qui ont pu s'accumuler sur la photographie depuis sa publication. En fait, le texte de Baudelaire est une magnifique synthèse des débats depuis le début de la photographie. C'est non loin des célébrations du jubilé de la photographie de 1889 et de la publication des mémoires photographiques de Nadar, fidèle ami du poète, dans les années 1890, que l'on commence à exhumer les diatribes de Baudelaire contre la photographie accusée alors de pervertir le goût déjà si douteux de public qui se rend en masse au Salon des Beaux-Arts et qui dénonce en retour l'influence que la foule pourrait faire peser sur la production artistique. C'est cette exhumation se fait non pas dans le but de soutenir un discours critique fin de siècle, mais bien, au contraire, dans le but de s'en distinguer, de s'en dégager. Baudelaire
supporter de Delacroix, de Daumier, de Courbet, de Constantin Guise, de Manet. Baudelaire, inventeur de la modernité en peinture et au regard si perspicace sur le transitoire, le fugitif et le contingent, Baudelaire se serait trompé sur la photographie en ne percevant pas à quel point elle était à l'avant de la modernité artistique. En hurlant avec les loups, le critique non seulement se serait trompé, mais il n'aurait pas su voir que précisément c'était dans les premières images de l'histoire de la photographie auxquelles il s'attaque que se révèle l'originalité moderne de l'image photographique. Mieux, si Baudelaire eut un jugement extrêmement sévère, il aurait dû le réserver par anticipation, ce qui n'est pas impossible évidemment, pour la production photographique de la fin du siècle, alors que son histoire même, que l'on commence à découvrir, recèle dans ces périodes héroïques nombre de ces essais primitifs et naïfs qui font le charme de la photographie qu'on appelle déjà ancienne. Donc le texte de Baudelaire devient, à partir de ce moment-là, la faute originelle dont il faut se dégager, car pour les inventeurs d'une photographie artistiquement moderne à partir du début du XXe siècle, et non plus seulement représentante d'une modernité instrumentale, c'est précisément dans la prérogative documentaire de l'image mécanique à laquelle Baudelaire l'avait cantonnée que se trouve la puissance de renouvellement que cherche un langage pictural contemporain. C'est la promesse que porte en elle la question d'un langage photographique autonome et non plus seulement dépendant de l'imitation de la peinture et que pratiquent les photographes dits pictorialistes d'extraction majoritairement bourgeoise. Ici, un exemple caractéristique, voire caricatural de ce qu'on appelle le pictorialisme, c'est-à-dire fondamentalement une jeune fille dans un beau paysage, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe en 1904 à ce moment-là. Donc c'est donc une opération de reconsidération de la masse de production historique de photographie qui était moquée par la critique du XIXe siècle et à laquelle va s'attaquer le champ intellectuel français. Mais il le fait également au cœur du ressourcement des arts et de la culture à la question du populaire qui s'opère sous la Troisième République et qui va permettre à la photographie de s'ériger en culture populaire propre. La photographie participe de ce devoir démocratique, je cite ici Nelly Wolff dans son analyse sur l'image du peuple dans le roman français, et dont le roman sera le fer de lance. C'est-à-dire non pas seulement représenter le peuple, comme d'une certaine manière pouvait le faire par défaut la photographie, au daguerréotype et après, mais, et comme ont pu le faire les écrivains romantiques comme Hugo, George Sand, les Goncourt, puis le naturalisme avec Émile Zola, mais c'est l'idée de représenter le peuple par sa langue même, c'est-à-dire avec toutes les significations extrêmement diverses que ce thème commence à revêtir. En 1892, Romain Rolland pouvait écrire dans la préface à Mon théâtre, je cite, « La loi moderne d'évolution est la montée du peuple, la loi de l'art est de revenir au peuple d'où il est sorti. » Alors ce mouvement, qui voit dans la question de la représentation du peuple un enjeu social, politique, mais également esthétique, et dont la source devient la promesse d'un renouvellement primordial, a été le plus souvent classé en littérature, d'abord en Russie, puis après en Europe et précisément en France, sous le terme de populisme. Le terme est pour nous des plus ambigus, mais au début du XXe siècle, il désigne ce mouvement littéraire ancré dans le siècle précédent et qui, pour reprendre les termes de Alain Pessin, un spécialiste de littérature, dans son ouvrage « Le mythe du peuple au XIXe siècle », désigne, je cite, « un phénomène collectif dans lequel les regards se tournent à un moment donné vers le peuple pour solliciter de lui la contribution à une vérité sociale et politique nouvelle dans laquelle le peuple est désigné comme porteur de l'espérance collective, pivot pour la formulation d'une pensée adéquate au temps présent. » Fin de citation. Alors pour que la photographie puisse participer de ce mouvement vers le peuple, il faudra fondamentalement deux choses. En premier lieu, il faut effectivement que la photographie puisse participer de cette idée du collectif. Il faut qu'elle puisse être regardée historiquement comme une culture commune. Et en second lieu, il faut une figure tutélaire
par laquelle, symboliquement, cette question du populaire puisse incarner paradoxalement cette idée de l'anonyme et du collectif. Comme nous l'a appris l'histoire culturelle, la définition du populaire n'est que le fruit d'un regard savant posé sur des pratiques ou des objets jugés indignes jusque-là. Pour le cas de la photographie, ou pour paraphraser Roger Chartier, la culture en photographie est bien une catégorie savante qui va naître dans l'entre-deux-guerres et qui vise, si ce n'est à son autonomisation, à tout le moins à la définition d'un socle, d'une base marquée par la permanence et l'inertie et confrontée à la possible disparition ou déqualification de ses effets, soit sous les effets soit de la culture savante, soit de la culture de masse. Alors, un article intitulé « Photographie, vision du monde », publié dans la revue Arts et métiers graphiques de mars 1930, signale encore aujourd'hui l'intérêt nouveau que les élites de l'entre-deux-guerres portent à la photographie, qui a donné naissance à une littérature immense. Dans l'introduction du texte, son auteur, le critique d'art Waldemar Georg, qui écrit en tout et pour tout 2 articles sur la photographie à l'époque, il écrit « Ayant retrouvé la voie du miracle, ayant repeuplé de mythes, d'apparitions d'esprit, un univers que l'usage abusif de sciences positives avait rendu semblable à un désert, nous avons reconquis le droit de nous pencher sur les œuvres de Daguerre, qui nous restituent, tel un jeune massacre, une humanité bizarre et lointaine, dont le port, les visages, les costumes nous paraissent aussi étrangers et aussi mystérieux que l'existence d'une tribu exotique. Par un heureux retournement des effets négatifs du positivisme, le critique contourne donc la position baudelairienne contre la photographie. Et il voit dans Daguerre, l'inventeur du daguerréotype, un grand primitif de la photographie. Et dans les images elles-mêmes, si décriées par le poète, la vraie valeur de la photographie, c'est-à-dire celle d'un document exact. La photographie doit être et doit seulement être un document exact. Cette position, souvent associée à l'idée d'une conscience moderniste naissante, sous-tend pourtant un rapport particulier à l'image photographique et qui la sort du strict domaine de l'art. En objectivant dans une altérité comparée à celle d'une tribu exotique les images photographiques provenant du XIXe siècle et qui sont alors en pleine redécouverte, Waldemar Georg induit un rapport tout à fait nouveau aux formes et aux pratiques photographiques anciennes. On retrouve ici chez le critique, comme chez beaucoup d'autres de l'entre-deux-guerres, la volonté d'étendre à la photographie un regard ethnologique, non plus appliqué seulement au lointain géographique, mais également au lointain temporel des objets proches. Et à regarder de plus près, cette volonté de regarder l'objet photographique historique comme un artefact ethnographique définit non seulement un objet, un temps et un espace, mais également un antagonisme, c'est-à-dire l'industrie photographique et son prolongement, l'attention et l'influence d'une culture bourgeoise en voie de massification. L'article de Waldemar Georg reste emblématique car elle consacre à l'endroit de la photographie une articulation entre savoir ethnologique du lointain et savoir ethnologique du proche qui s'affirme après la Première Guerre mondiale dans la séparation entre ethnographie et folklore. Rarement relevée, cette proposition qui structure les lignes de cet article consacre à la photographie du siècle précédent, lui permet de mettre en avant le lieu d'inscription originel de la photographie, c'est-à-dire le populaire, et sa survivance dans l'invention absolue d'un folklore. Cette notion de folklore, appliquée de manière inédite à la photographie, est un outil qui permet de faire le tri ici dans ce vaste ensemble qu'est la photographie depuis son invention en 1939. Cela définit de fait ce que le critique appelle le véritable folklore de la photographie, car il ajoute « La photographie a un art populaire plus vivace, plus fécond que le folklore plastique de notre temps. La photographie du XIXe siècle, du siècle passé, est ainsi exclue du domaine strict de l'industrie pour être plongée dans une origine populaire. Et si Waldemar Georg reconnaît qu'il n'est pas facile de tracer une frontière entre l'art populaire et l'art industriel, il identifie pourtant le lieu
la géographie de la distinction, c'est-à-dire que la photographie populaire, c'est le grand folklore photographique perpétué par les simples opérateurs de foires, de fêtes foraines, par les artistes des villes de garnison, de provinces lointaines, qui échappent dans une certaine mesure à l'emprise tyrannique d'un goût standardisé. Fin de citation. La photographie populaire est une photographie rurale qui survit là depuis son origine jusqu'aux portes du contemporain. Ceux qu'il appelle les Rousseau de la photographie, en référence au douanier Rousseau mort en 1910, la même année que Nadar, sont regroupés sous la catégorie des imagiers de la photographie et réalisent, je cite, ce contact idéal de la vie profonde et de la phrase plastique aquatant toute forme d'art abouti. Ceux qu'il appelle les photographes rustiques sont les vrais détenteurs d'une conscience photographique et leur représentant archétypal, celui qui va incarner les valeurs morales et matérielles de ce folklore photographique, et le photographe Eugène Atget, dont vous avez une reproduction d'une photographie, et je vous renvoie à Gallica, où il y a bon nombre de photographies composant son œuvre. Donc Eugène Atget, ce photographe documentaire professionnel, qui n'eut jamais aucune prétention à l'art de son vivant, mais dont la fortune critique et artistique, immédiatement après son décès en 1927, est sans égal dans la photographie du XXe siècle. Eugène Atget sera récupéré par les surréalistes et il sera découvert comme modèle par des jeunes photographes, notamment américains, comme Bérénice Abbott, qui va racheter son fonds pour l'emmener aux États-Unis, et un autre jeune photographe américain qui s'appelle Walker Evans, qui va faire une belle carrière. Donc c'est précisément d'Atget dont Waldemar Gerhard fera l'éloge pour illustrer cette survivance du folklore photographique. Un éloge dans lequel sont décrits l'humilité, la probité, le labeur, le matériel, la technique et la pratique tout à la fois artisanale, traditionnelle et archaïque du photographe. Le travail appliqué, méticuleux, sérieux, pour te dire traditionnel. Atget travaille jusqu'à son dernier jour avec des plaques, des négatifs sur plaques de verre et à la chambre, alors que se développent des appareils de petit format rapides comme le Leica avec le 35 mm. Donc ce travail appliqué, traditionnel, en dit tout autant sur les qualités documentaires du travail du photographe que sur ses qualités morales. Atget est donc le fruit de ces expéditions rustiques de l'ère folklorique dans le domaine de la photographie, une méthode folkloriste qui permet de faire le tri entre proposition populaire et production industrielle et de produire un idéal type de l'artiste populaire en photographie, de l'artiste artisan, pour reprendre la terminologie des spécialistes de l'imagerie populaire comme Pierre-Louis Duchartre, et qui va se fixer sur la figure de l'artiste paysan Atget. Je vous montre ici l'ouvrage L'imagerie populaire de Duchartre et Saulnier, qui est un des classiques de l'imagerie populaire, publié en 1925 et dans lequel, après, il y aura plusieurs éditions. Tout ça pour dire que, par exemple, le premier éditeur qui a voulu, le premier qui a voulu faire une édition des photographies d'Atget, c'est précisément Pierre-Louis Duchartre. Donc c'est toute une frange de l'histoire de l'art français qui s'intéresse à l'imagerie populaire, qui va s'intéresser à la photographie par le biais de cette thématique. Donc ce n'est pas un mouvement anti-moderne qu'il faudrait regarder ici, mais un mouvement de conscience claire que l'expérience humaine que constitue la photographie dans sa version originelle, survivante dans la photographie traditionnelle et archaïque, se trouve menacée par la transformation de l'opérateur en ouvrier de l'image standardisé par l'industrie. Consubstantielle de l'histoire de la photographie et sans doute utile à l'émergence d'une conscience moderne qui peine à définir une tradition sur laquelle s'appuyer afin d'assumer une continuité, cette mélancolie réactive fait renaître régulièrement la figure du photographe primitif dans la figure d'un photographe d'origine populaire à la vie simple et qui va rapidement infuser dans la culture commune. Alors, je vais vous donner... on en trouve de nombreux exemples dans le cinéma des années 30 et 40. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de figures de photographes populaires qu'il y a dans ces films. Je vous en cite un exemple, 3, mais un.
donc le nombre de figures de photographes qui s'intègrent dans une description souvent folklorique, voire mélancolique de la vie populaire. Je donnerai un seul exemple. Donc, en 1931 est créé le prix du roman populiste, donc qui répond à ce courant de la littérature populiste. Le prix de ce roman est décerné au jeune Eugène Daby pour son livre « Hôtel du Nord », qui décrit la vie d'un hôtel pour ouvriers du quai de Jemmapes à Paris, qui était l'hôtel des parents d'Eugène Daby. Donc c'est une écriture, c'est un texte très presque documentaire qui décrit au jour le jour des événements, des non-événements de cette vie populaire. Ce roman sera adapté pour l'écran, il sera réécrit par Jean Orange et Henri Janson, et réalisé par Marcel Carnet, qui en fait la réalisation en 1938, avec dans les rôles titres Arletty et Louis Jouvet. Alors Louis Jouvet, que vous voyez à droite là sur l'image, joue le rôle incarne un proxénète qui est en voie de reconversion, en tout cas de normalisation, et il pense pour s'acheter une respectabilité, devenir photographe. On le voit dans la deuxième scène du film, forcer une boîte avec un canif. En fait, c'est une boîte d'appareil photo qu'il a volée, vraisemblablement. Et il y a une discussion entre les deux, entre Arletty, qui est la prostituée, et Jouvet, qui est le proxénète. Et il dit « Patience, j'apprends la photographie ». Et donc Arletty, avec que je n'imiterai pas ce matin, lui répond « Mais même pour être photographe, même ambulant, il faut une licence, et il va falloir que tu te lèves tôt. » Donc il lui dit « Tu me réveilleras ». Et donc ça commence à partir. Elle dit « Mais tu ne m'aimes donc plus que tu veuilles travailler ». Et elle lui dit « Mais de toute façon, moi je ne serai jamais la maîtresse d'un photographe ». C'est-à-dire sous la prostituée niche le photographe, hein, qui vit, qui pense et qui photographie et qui vit avec les gens qui vit dans ces quartiers populaires. On a, vous pourrez voir Pétrus aussi, hein, joué par Fernandel, qui a exactement le même caractère, ou enfin Lady Paname du même Henri Janson, hein, qui avait fait le scénario de Hôtel du Nord, et qui reprend et qui redonne à Louis Jouvet le rôle du photographe, et qui va être ce photographe des quartiers populaires, qui fait des photographies de groupe, qui fait des photographies de quartier, qui fait des portraits à 1 franc. C'est très intéressant de voir ça. Alors, le film n'est pas forcément extrêmement fameux, mais c'est une sorte de recomposition 30 ans plus tard des années 20 et d'un Paris fantasmé des années 20 dans lequel précisément il inclut un photographe. Donc si la photographie a un rapport avec le peuple, c'est moins par la qualité ou la forme de ce qui est représenté ou qui est représenté que par la personnalité de l'opérateur. Pour que la photographie devienne ainsi un art populaire, il aura fallu qu'au gré de l'invention d'un photographe inconnu et solitaire, l'image mécanique puisse mettre son histoire et sa culture propre en conformité avec l'intention que l'art put porter à la notion de peuple comme producteur, sur une qualité essentielle qui reste encore une qualité propre de l'exercice photographique et sur laquelle notre culture commune joue, c'est-à-dire son authenticité. Et je vous mets une image de Viviane Meyer, dont toute la fortune critique et la fortune du propriétaire de son fonds, John Malouf, joue sur l'authenticité de cette photographe. Je vous remercie.